sur l'ensemble de nos titres professionnels, on se situe aux alentours de 85% de taux de réussite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je vous remercie d'être présents pour cette table ronde consacrée aux titres professionnels développeurs web et web mobile. Et donc un éclairage particulier sera fait sur la formation qui s'appuie sur PHP et le framework Symfony. Je suis donc Corinne Bosque, directrice des admissions, et cet échange se voudra interactif. Bien sûr, si vous avez des questions en complément des points que nous allons éclairer aujourd'hui, l'idée est de vous apporter un regard très concret sur les compétences et les réalités du métier, les compétences à acquérir et les modalités pédagogiques qui seront propres à Adonis. Mais c'est vrai que cet échange se veut surtout généraliste pour vous présenter vraiment ce titre professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai la chance également d'être accompagnée dans un premier temps de Michael Michel, qui est notre formateur responsable de la filière, qui bénéficie de plus de 10 années d'expérience dans le domaine et qui va nous partager cette expérience et surtout ses connaissances pour vous apporter les informations dont vous avez besoin. Et ensuite Hélène, ma collaboratrice, qui va relayer vos questions, postez dans le chat. Surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure des différentes thématiques que nous aborderons. Peut-être que vous aurez besoin de compléments d'informations. Hélène sera là pour nous transmettre toutes vos questions. Avant de commencer, peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être présenter un petit peu ce qu'est un titre professionnel parce que je remarque que ce sont des diplômes qui sont parfois un petit peu méconnus. Donc un titre professionnel, pour rappel, est une certification qui est donc délivrée au nom de l'État par le ministère du Travail et de l'Emploi. Il est donc enregistré au titre RNCP, tout comme un BTS, un baccalauréat, un CAP. Donc le titre RNCP, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles, qui vous garantit d'avoir donc un diplôme qui soit reconnu et qui est d'ailleurs connu et très bien et recherché par les entreprises. Donc la logique d'un titre professionnel est de s'orienter vraiment vers un métier, vers des compétences opérationnelles. Donc on évalue votre capacité à réaliser des activités professionnelles concrètes à partir de mise en situation et c'est vrai que les évaluations vont porter donc sur des parties écrites, on le reverra tout à l'heure, mais également sur des parties orales avec un jury bien évidemment qui est issu de la formation et qui vous questionnera sur les aspects techniques. Et il y a toujours aussi, c'est vrai, un petit entretien qui va porter davantage sur votre motivation. Ce qui est important à retenir, c'est que les titres professionnels sont généralement constitués de plusieurs blocs de compétences qu'on appelle AT pour activité type. Donc il est possible pour un apprenant de se lancer bien sûr dans l'entièreté du titre professionnel. Donc généralement c'est entre 2, 3 et plus rarement 4 AT, mais c'est plutôt 3 AT, 3 activités types à valider, que l'on peut valider donc indépendamment les uns des autres, au fur et à mesure de ses besoins, puisque certains souhaiteront s'orienter vers cette formation pour une simple montée en compétences et n'ont pas de besoin absolu d'être titulaire du titre dans son entièreté. En revanche, pour la plupart des apprenants, il est vrai que leur objectif est souvent d'entamer une réorientation complète, et dans ce cas, il est plus préférable en tout cas de passer les 3 AT qui constituent donc ce titre professionnel. Ces 2 AT qui constituent ce titre professionnel. Alors on va le voir avec Michael, mais c'est vrai que le titre professionnel développeur web comprend donc 2 blocs de compétences, l'un qui va porter sur la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée, et ensuite sur la partie back-end. Mais là, je vais laisser la parole au spécialiste Michael et nous allons ensemble parcourir les exemples concrets et les explications que voudra bien nous donner Michael. Bonjour Michael, merci d'être là avec nous ce soir. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis ravi de participer à cette réunion d'information. Merci beaucoup. Hélène, tu es à ton poste également, je vois. Je suis là, je suis là. Parfait,
Très bien. Alors peut-être, Michael, dans un premier temps, c'est vrai qu'on va parler d'Adonis, mais de l'ensemble du titre pro. Dans un premier temps, c'est vrai que de notre côté, nous proposons cette formation en enseignement à distance. C'est le cas également de d'autres établissements. Alors souvent, la première question que j'ai de la part des étudiants qui souhaitent donc entamer cette formation, c'est au niveau de l'espace de travail, est-ce qu'il y a un matériel particulier à acquérir? Qu'est-ce qui est bien voilà, de posséder pour pouvoir se lancer dans cette formation avec efficacité? Alors concrètement, chaque apprenant a besoin d'un ordinateur personnel, soit un PC portable ou un fixe. Bon, si c'est un fixe, il Oui. va falloir avoir besoin d'une webcam, évidemment. Une connexion Internet stable, donc soit de la fibre ou de la WDSL. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde a la fibre. Au niveau de tous les outils que vous allez devoir utiliser, que ce soit donc le système d'exploitation, que ce soit sur du Windows, du Linux ou du Mac, ça pose aucun problème. Tous les outils donc que vous allez avoir besoin sont gratuits. Enfin, moi personnellement, je pars sur voilà, une formation où les outils sont gratuits. Mhm. Peut-être un casque, un micro évidemment et une webcam fonctionnelle. Voilà. Après, au niveau des outils, comme je vous l'ai dit, tout est disponible sur Internet gratuitement. Donc pas de gros investissements particuliers et pas de voilà de dispositifs qui soient onéreux. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les étudiants. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Michael, si tu veux bien. Donc pour ce Ouais. premier bloc de compétences qui porte sur la partie front-end d'une application web mobile sécurisée, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu voilà le contenu de cette partie-là? Quelles sont les compétences à acquérir? Ok. Alors comme vous l'avez dit, donc cette formation se compose sur deux blocs, donc une partie front-end, donc c'est tout ce qui va être visuel pour le futur client, donc l'internaute. Donc concrètement, nous tous les jours, quand on est sur, on va dire Google, on fait une requête, tiens, je veux acheter un vélo, on tombe sur un Mm, site, on nous propose divers éléments. Donc tout ce qui est partie front-end, c'est interaction avec l'internaute. Donc concrètement, ça va être essentiellement au niveau du code basé sur de l'HTML, du CSS, du JavaScript, donc tout ce qui est événementiel. Et voilà, donc c'est vraiment les bases, le triptyque, les trois langages de base à comprendre donc dans les mhm. premières semaines de la formation, qui vont vous Oui. permettre un petit peu, enfin qui vont permettre aux futurs apprenants de comprendre comment fonctionne la relation client-serveur et comprendre les langages de base, donc le langage HTML de structure, le langage CSS pour mettre en forme et le langage JavaScript pour l'événementiel. D'accord. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir des bases, Michael, justement, pour arriver à s'approprier ce langage-là dans un premier temps? Pas forcément. Je pense Non. que quelqu'un qui est vraiment néophyte peut vraiment s'en sortir. Très bien. Parfait. Et donc, on prend appui, j'imagine, bien sûr, il y a les supports pédagogiques, hein, les ouvrages qui vont reprendre la principale partie des connaissances à avoir. Et ensuite, on passe à la pratique. Voilà, donc moi je fonctionne comme ça. Donc pour le cursus minimal, c'est 1 heure de cours. Donc je présente un concept, un module, et ensuite je fournis un exercice. Donc enfin il y a souvent deux PDF. Donc un PDF pour le concept, vraiment comprendre comment ça fonctionne, et ensuite ça passe par la pratique parce que voilà la programmation c'est vraiment de la pratique pour évoluer. Donc je fournis toujours enfin, d'une manière récurrente les deux PDF. Donc un pour vraiment la comment comprendre les bases, le concept, et ensuite de la pratique pour vraiment mettre en place ce que l'apprenant doit faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Parce que l'idée, c'est de maqueter sur cette première partie, si je comprends bien, de maqueter des interfaces utilisateurs, c'est ça? Ouais, donc du coup, c'est pas vraiment le cœur du métier, mais par défaut, enfin, quand le futur apprenant sera embauché en entreprise, même en junior, on va souvent lui fournir une maquette, donc qui sera faite par un designer ou une designeuse. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable de récupérer une maquette et de pouvoir l'intégrer dans du code. Donc c'est vrai que pour un débutant, c'est très bien d'apprendre à créer une petite maquette simple, mais vraiment quelque chose Mhm. de basique, donc avec Figma, Canva, Photoshop ou autres outils qui existent. Et ensuite de comprendre, de se dire, bah, tiens, comment je vais prendre cette maquette et l'intégrer dans le code. Voilà, donc Al- du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre une maquette, enfin de concevoir une maquette par défaut pour un débutant, et se dire, bah, Oui, tiens, comment je vais l'intégrer au niveau des trois langages de base. Donc l'HTML pour faire le squelette, vous voyez, donc qui n'est pas un langage de oui, programmation, en fait, c'est un langage de structure. Donc, vous allez dire, bah, oui. tiens, je vais mettre un en-tête, je vais mettre une barre sur la gauche,
j'aurai le contenu au centre, j'aurai peut-être un footer en bas de page, vous savez, un pied de page avec voilà les mentions légales, etc. Ensuite, comment je vais utiliser le langage CSS pour mettre tout ça, mettre de la couleur, positionner les éléments, faire du responsive design parce qu'il faut que ça s'adapte à tous les écrans, donc les tablettes, les Bien mobiles, sûr. etc. Et ensuite, utiliser JavaScript pour faire de l'événementiel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton? Qu'est-ce qui se passe quand je scroll? Enfin, quand l'utilisateur scroll. Donc, toujours se mettre à la place de l'utilisateur, hein, donc l'expérience interface homme-machine. Toujours vraiment se mettre à la place à la fin de l'utilisateur final, donc l'internaute. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur tel bouton? Voilà, etc., etc. D'accord, donc ça comprend vraiment toute cette partie maquette, la partie interface statique et ensuite l'interface dynamique finalement. Exactement. Donc on D'accord. commence par faire des sites web statiques, c'est-à-dire vous allez créer un fichier par page en se disant tiens super, j'ai besoin de 3 pages, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de 2000 pages? Vous voyez, Et on oui, imagine Amazon où il y a 1 milliard de produits. de Comment on fait? référence, oui. Est-ce qu'on produit 1 milliard de fichiers? Comment on fait? Donc vous voyez, c'est pour ça que là on passe à un stade où au départ vraiment on apprend à créer des sites web statiques et ensuite on Mhm. passe sur un autre paradigme qui est donc du coup la création de sites dynamiques. D'accord. Très bien. Alors c'est vrai que souvent les étudiants qui viennent de cette formation ont une petite expérience, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à acquérir. Donc là, pour cette partie, donc front, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont comprises dans ce projet de formation? Alors par défaut, comme vous l'avez dit, on va commencer par créer une maquette, donc ça va être vraiment le premier cours. Mhm. Ensuite, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le langage structurel HTML, qui n'est pas un langage de programmation. Vous voyez qu'on n'utilise pas de variables, ni de fonctions, ni quoi que ce soit. Oui, Ensuite, il va falloir comprendre comment on utilise donc le langage CSS, donc Cascade Style Sheet, pour faire du responsive web design, pour que votre site web s'adapte à tous les écrans. Et enfin, le plus complexe en début de formation, c'est de comprendre comment fonctionne JavaScript pour faire de l'événementiel. Puisque là, on commence à créer des variables, des constantes, des fonctions, des oui. classes, de la programmation orientée objet, ça devient un peu plus complexe. D'accord. Et alors, est-ce qu'à ce stade-là, déjà de la mise en place des choses, est-ce qu'on parle déjà de sécurité ou pas du tout, ou c'est évoqué que plus tard ou sur une autre formation? Alors, on passe sur le second bloc où on va donc passer sur la partie back-end qui Oui, va concerner, donc là, du coup, comme vous l'avez dit, les sites web dynamiques où on va avoir une connexion à une base de données, la création de tables. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, on va commencer à parler sécurité. Puisque, vous le savez, encore aujourd'hui, apparemment, je l'ai appris tout à l'heure, le site de l'URSSAF a été hacké. Donc, il faut avoir oui. vraiment une vraie conscience de ce qu'est la sécurité dans la programmation informatique Mhm. pour bien comprendre les différentes failles qui existent, comment lutter contre ces failles et les différents types d'attaques. Donc ça, pareil, je fais un gros point là-dessus. Hein, donc c'est vraiment bon, ça arrive pas en début de formation, mais quand chaque apprenant a les bases, on commence à parler un petit peu de ces problématiques parce qu'il y a différentes attaques, il y a différentes le hacker a différentes volontés, que ce soit Oui. pour un vol de données ou une saturation de sites web, etc. Enfin, on va dire Demande de rançon parfois aussi. exactement, du Oui, ransomware, vous l'avez dit oui, exactement. oui. Et donc du coup, ça c'est vraiment une problématique qui est vraiment liée au back-end, puisqu'en fait on commence à faire un site dynamique avec le langage PHP, et lui qui est vraiment conçu aujourd'hui dans sa version 8 pour lutter Mhm. contre ce genre de problème. Donc je pense aux injections SQL, aux failles, à différentes failles qui existent dans les formulaires, puisqu'en fait dès que un internaute interagit avec votre site, on sait Mhm. qu'on ne peut pas lui faire confiance, malheureusement. Donc voilà, D'accord. je fais vraiment le focus là-dessus pour vraiment alerter sur le fait que lorsqu'on apprend à programmer, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se met à la place de l'internaute et que en fait c'est souvent l'internaute qui est l'attaquant. D'accord. Et alors, outre cette partie sécurisée, sur ce voilà back-end, qu'est-ce que Mhm. ça comprend d'autre comme activité? Alors concrètement, pour la première partie de la formation, donc on fait des sites statiques. Donc comme je vous l'ai dit, chaque fichier va représenter une page. Donc on va Mhm. créer des pages HTML avec du CSS pour la mise en forme et du JavaScript pour l'événementiel. Ensuite, on passe sur un autre paradigme. Donc on apprend à créer des routeurs et on va apprendre le langage PHP. Donc là, on est sur une relation client-serveur qui est complètement différente. Ça veut dire que Oui, votre ordinateur va se connecter à un serveur distant. Donc on va utiliser une stack qui s'appelle WAMP pour Windows, MAMP pour Mac, Linux, etc. Donc peu importe le système d'exploitation que vous utilisez. On va se connecter à une base de données distante. Enfin, on va simuler un serveur.
Donc on va se connecter à une base de données, on va pouvoir créer des tables et là du coup on va commencer à apprendre à requêter, c'est-à-dire vous savez que le système client-serveur fonctionne avec une requête, une réponse. Je vais vous donner un exemple. Oui, Si je veux un vélo, je tape vélo dans Google, il m'envoie des sites qui vendent des vélos. Donc là en fait on fait une requête, une réponse. Donc vraiment la base de la formation au niveau du site dynamique, c'est se dire je sais créer une base de données, je sais me connecter à une table et je sais demander à la table de me lister tous les vélos disponibles d'accord. ou tous Et, les euh, produits. et est-ce que ce type de projet-là, ça comprend également certainement un partenariat, une sorte d'étude de projet pour savoir voilà ce qui est attendu par les utilisateurs, qu'a pu identifier déjà la personne qui passe commande de cette interface? Exactement, on va se mettre en situation professionnelle. Lorsque le futur apprenant sera embauché en entreprise, on va lui fournir un cahier des charges et on va lui dire, Mhm. tiens, je veux tel, par exemple, design pour vraiment faire court, pour faire un petit peu le raccord avec le début de la formation. Et ensuite, il va falloir comprendre donc du coup le besoin du client. En fonction du cahier des charges et des besoins du client, quelle technologie j'utilise. Est-ce que je fais du PHP, est-ce que je fais du JavaScript, est-ce que je fais du SQL, du NoSQL, etc. Bon, j'y reviendrai plus tard sur ce que c'est un petit peu Oui, ces notions. Mais vous voyez, en fonction, enfin moi je fonctionne sur cette formation avec un projet fil rouge qui évolue au fur et à mesure. Et effectivement, il faut bien comprendre un petit peu les problématiques du client. Et c'est grâce à ces problématiques que l'apprenant va pouvoir vraiment monter en compétence. L'idée, c'est que notre métier de développeur web, on est là pour résoudre des problèmes, concrètement. oui. Vous avez juste une entreprise qui a besoin d'un outil interne ou alors on va dire une entreprise de pub qui a besoin de faire des sites vitrines ou d'un e-commerce. Concrètement, notre métier, c'est de répondre à des besoins et de comprendre comment on va régler leurs problématiques. D'accord. Donc toujours un travail d'équipe. Voilà, l'informaticien ne travaille pas tout seul dans son coin, effectivement. Jamais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais rajouter, Michael, concernant ces deux parties, back et front, ou est-ce que tu veux qu'on entame un petit focus sur la partie symphonie, peut-être ce langage? Eh bien, rapidement, ce qu'il va falloir vraiment comprendre dans cette formation pour le cursus de base, il va falloir faire beaucoup de travail personnel. C'est Oui. être autodidacte, il faut être passionné. C'est un métier de passion. Ça peut rebuter. Moi, j'ai des gens autour de moi qui comprennent pas pourquoi je fais ce métier et quand je leur montre des lignes de code, ils me disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Donc ça peut être un peu effrayant. Ça, ouais, ça demande beaucoup d'implication, de travail personnel. Mais encore une fois, quand on aime, eh bien, c'est un métier de passion et je souhaite, moi, transmettre les miennes. Donc, du coup, encore une fois, voilà, et c'est juste que je voulais mettre une petite prérogative là-dessus. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail personnel. Oui, et puis c'est en même temps un métier qui est très créatif. C'est vrai que c'est pas que des lignes de code, puisqu'après le résultat, j'imagine que voilà, Ouais. l'informaticien va le juger, le jauger, le retoucher également. Donc il y a ce côté très création aussi. Ouais, c'est très gratifiant d'évoluer, enfin, de monter en compétence petit à petit et Mhm. de voir son site devenir de plus en plus joli avec des compétences, enfin avec, je vais vous donner des exemples, où avec, on rajoute une barre de recherche qui fonctionne grâce à des requêtes SQL. On commence à, là aujourd'hui, moi ce que je fais avec donc la formation développeur web, développeur mobile, on arrive à ajouter des serveurs MCP. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, dans nos pages, on inclut des LLM. Donc vous pouvez donc inclure un chat GPT, un Oui, copilote, un oui. Gemini. Et ça, c'est vraiment ce que aujourd'hui les gens veulent. Mhm. Donc, les entreprises recherchent ce genre de choses. Donc, la possibilité de prendre une API gratuite comme, on va dire, je sais pas, moi je fais ça avec Gemini par exemple, et de l'intégrer à mes pages. C'est-à-dire qu'on arrive sur votre site web et puis on a une IA donc directement dans les pages. Et vous voyez, donc ce genre de choses, on pousse vraiment le cursus au maximum, même si c'est une formation pour des débutants. Mais Oui. c'est faisable, c'est faisable. Je pense qu'au bout de 8-9 mois de formation, ça posera aucun problème à un débutant d'intégrer ce genre de choses. Alors, les exercices, alors concrètement, comment ça se passe au niveau des apprentissages à distance? Donc, tu donnes des exercices donc aux étudiants et ensuite, de quelle manière est-ce que tu as accès à ce qu'ils ont fait? Ils te transmettent et t'envoient un lien pour que tu puisses regarder ce qui a été effectué ou tu regardes en direct avec eux? Ah bah c'est super, vous faites la transition sur quelque chose dont j'ai oublié de parler. Ah, Donc effectivement dans la formation, il y a un passage sur deux modules qui sont Git et GitHub. Donc Git c'est en fait l'outil qui va nous permettre de versionner le code et GitHub c'est les dépôts, donc qui a été racheté ces derniers temps par Microsoft je crois. Donc du coup on a la possibilité donc d'avoir notre code en local et de le mhm, déposer sur un dépôt distant. Donc les élèves, enfin super. les apprenants, eux ils font leur code à la maison et ils m'envoient tout Mhm, ça sur donc GitHub le dépôt distant. Et du coup moi j'ai plus qu'à recréer
récupérer donc leur dépôt GitHub et puis voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Parce que vous avez raison, effectivement, si on devait s'envoyer à chaque fois des Oui, fichiers en pièces jointes et tout, ça serait juste interminable. Donc du coup, voilà, GitHub a été créé par Linus Torvald, donc le créateur de Linux, qui s'est dit, mais j'en ai marre de gérer 200, 300 ou 1000 emails par jour avec des pièces jointes. Donc du oui, coup, on a inventé ce système. Et ça, effectivement, ça fait partie du début de la formation pour bien que on puisse échanger les uns et les autres avec ce système qui est vraiment très pratique. En entreprise, l'apprenant va forcément travailler avec 10, 20, peut-être 50 développeurs, ça dépend de la taille de la boîte. Et mhm, forcément, chacun fait son petit travail. Donc on travaille sur une branche principale. On développe des branches, comment dire, des branches autres. Chaque personne fait son petit boulot et on rapatrie tout le tout sur la branche principale. Donc ça, c'est d'accord. vraiment un élément extrêmement important de la formation. Ça implique de connaître des lignes de commande, que ce soit sur Oui, Windows ou Linux. Donc, pareil, si ça peut être des prérequis, je dirais que oui, effectivement, il faut connaître un petit peu comment on utilise une console dans un système d'exploitation, soit Mac, Linux ou Windows. Il faut connaître un petit peu les lignes de commande et être à l'aise avec tout ça. d'accord. Ok, très bien. Parfait. Et alors, concernant, si on faisait un petit focus sur PHP Symfony, quelle est la différence ou est-ce que ça vient complémenter ce que l'on vient de voir tout à l'heure? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on part sur un premier projet, donc dans la formation, on va faire peut-être un semblant de e-commerce avec du PHP dit Vanilla. Donc quand je dis Vanilla, ça veut dire que c'est que PHP. Mhm. Ça devient vite complexe parce qu'on se rend compte qu'en fait, on va faire beaucoup de répétitions, qu'il va manquer beaucoup d'éléments de sécurité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc Oui, là, on va utiliser, moi en l'occurrence, j'utilise le framework Symfony, donc qui a été, qui est français, contrairement à Laravel. Donc en fait, Symfony, ça concerne plus le public européen, plus que Laravel, le d'accord. public, on va dire, anglophone. Symfony va nous assurer des outils préfets. Donc, je tiens aussi à rappeler un petit peu la différence entre les bibliothèques et les frameworks. Donc, les frameworks sont des boîtes à outils dans lesquelles on va vous imposer des outils, alors que les bibliothèques, comme React, par exemple, en JavaScript, sont des librairies dans lesquelles vous allez piocher des éléments. Donc, en fait, D'accord. le framework Symfony va vous assurer une sécurité, une facilité de code, puisqu'en fait, vous allez taper des lignes de commande qui vont générer du code à votre place, mais ce code n'est pas D'accord. perfect, enfin, ce code est perfectible. Ça veut dire qu'en fait, il va vous générer du code de base, et c'est à l'apprenant de comprendre comment ça fonctionne et de l'améliorer. Puisqu'en fait, si vous passez par une étape où vous commencez Symfony, où vous n'avez pas fait du PHP programmation orientée objet, en fait, vous n'allez pas trop comprendre ce que fait Symfony. Je tenais D'accord. aussi à dire un mot sur quelque chose qu'on a un petit peu omis. Dans cette formation, donc c'est pour la première, un développeur web, développeur mobile, il y a aussi du NoSQL. Donc ça, c'est comprendre comment on crée un site full JavaScript et que donc on va pas utiliser le SQL, donc le Structured Query Language. On va utiliser la création d'API REST. Donc je pense que ça va parler à certains qui doivent connaître ça. Donc on va utiliser plus des outils JavaScript pur, créer un serveur avec Node.js, donc il y a du JavaScript côté serveur. Et ensuite, on va utiliser des outils comme React, donc des librairies, ou Angular en tant que framework, pour faire des choses qui sont hors du langage Structured Query Language. Donc il faut bien comprendre que la réforme de cette formation, contrairement à mes débuts, elle est vraiment, moi je la trouve excellente parce qu'en fait, ça montre à l'apprenant comment on fait un site de base avec PHP, une interaction, une base de données, et comment Oui, on fait aussi ça avec du JavaScript. Donc c'est pour ceux qui, chacun choisit sa préférence. Et d'accord. donc du coup, vous avez le choix en fin de formation, enfin on va dire en milieu de formation, de choisir ce que vous préférez. D'accord. Et après, ça porte uniquement voilà, sur une préférence ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus sécurisé ou qu'il y a un rendu qui est plus propre ou plus efficace l'un que l'autre? Alors vraiment, le côté NoSQL est bien plus pratique puisque vous faites de Oui, l'asynchrone, ça veut dire plusieurs requêtes et une seule réponse, alors qu'en fait sur du PHP classique Symfony, on va faire une requête, une réponse. Donc forcément, au niveau expérience utilisateur, interface homme-machine, les personnes qui utilisent mhm, des sites, on va encore citer Amazon, vous avez beaucoup plus de réactivité. Vous voyez, lorsque vous cochez une case sur Amazon, vous avez directement le rendu, des choses comme ça qui vont très vite. Il n'y a pas forcément de rechargement de page. Donc, il faut bien comprendre ce concept de synchrone asynchrone. Effectivement, NoSQL, donc tout ce que vous allez faire en JavaScript, va être beaucoup plus réactif. d'accord. Très bien. Et après, est-ce qu'il y a d'autres différences justement par rapport à ces deux langages, par rapport à Symfony? Qu'est-ce que ça va apporter de plus après à l'apprenant? Alors Symfony, ça va être vraiment un concept un petit peu différent puisque on utilise un framework.
On va pouvoir faire de l'injection. Donc concrètement, vous allez comprendre, c'est de la programmation orientée objet évoluée. C'est un outil qui va vous permettre de générer des systèmes utilisateurs pour s'inscrire, pour se Mhm. connecter, le mot de passe oublié, enfin, tout ce qu'on utilise D'accord. tous les jours. Vous allez vraiment avoir la création d'un site e-commerce de A à Z. Moi, je pousse le concept très loin, donc avec la formation développeur web et Symfony. On va jusqu'à la création de paniers, le système de facturation, donc l'export de factures, enfin de commandes en Mhm. PDF ou de factures, le paiement avec Stripe ou PayPal. On va aussi, encore une fois, intégrer un LLM, donc une IA dans des pages, des systèmes de recherche élaborés et beaucoup de dépendances fonctionnelles entre les tables. Donc, il faut comprendre qu'en fait, quand vous créez une base de données, vous allez créer des tables à l'intérieur et il faut comprendre le concept de dépendance fonctionnelle entre les tables. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une table produit. Eh bien, vous n'allez pas tout mettre dans cette table produit. Vous allez créer une table à côté catégorie et on va dire un produit correspond à une catégorie correspond à plusieurs produits. On a des relations D'accord. one-to-many, many-to-one, réciproques. On a des relations many-to-many, one-to-one. Effectivement, c'est un petit peu complexe. Mais encore une fois, Symfony va vous aider vraiment à faire ça. C'est pour ça qu'à la base, on apprend vraiment la méthode Meurize, donc une méthode française qui vous permet de faire des modèles conceptuels de données, des modèles logiques Mhm. de données. Donc il faut que l'apprenant, de manière, comme je vous l'ai dit, autodidacte, soit capable de comprendre comment il va recevoir son cahier des charges, comment il va élaborer son modèle conceptuel de données. Le modèle logique de données va faire interaction avec les dépendances fonctionnelles entre les tables, comment il va Mhm. concevoir tout son schéma d'interaction de base de données, enfin de table on va dire, et en fait concrètement à la fin, eh bien c'est vraiment à la fin qu'on code. Et il y a aussi dans Symfony un passage qui est beaucoup demandé aujourd'hui, donc le CICD. Donc c'est Oui. le fait d'ajouter des phases de tests unitaires, des tests fonctionnels sur les fonctions et des tests end-to-end pour simuler le comportement d'un utilisateur. Vous comprenez bien que D'accord. lorsqu'on fait un e-commerce, on va Mhm. simuler le comportement d'un acheteur pour voir si le site fonctionne. Bien sûr, tout à fait. Donc en fait, toutes ces technologies-là, voilà, vont être utilisées finalement conjointement lorsqu'on crée un site web. Exactement. Donc Oui. par défaut, une personne qui débute, je l'invite à s'orienter sur la formation développeur web, développeur mobile. Une fois qu'il a bien Première compris étape, voilà. comment Mhm. ça fonctionne, le SQL, NoSQL, la différence entre les deux, de comprendre ce qu'est la programmation orientée objet, et ensuite les personnes qui ont déjà un bon bagage peuvent s'orienter sur donc une formation Symfony. Donc là, ça sera la création d'un site e-commerce de A à Z jusqu'au déploiement. Donc de la création Super. du modèle concept de données jusqu'au déploiement. Parfait. Très bien. Hélène, est-ce qu'on a des questions sur cette partie-là de décryptage un petit peu du contenu de la formation? Alors oui, on me demande quel niveau JavaScript est attendu. Alors, je dirais par défaut, savoir créer des variables, des constantes, des fonctions, comprendre comment fonctionne l'événementiel, interagir avec le DOM, pour ceux qui ça parle, donc c'est le Document Object Model, donc interagir, savoir récupérer des balises ou des attributs, des classes dans HTML, et ensuite, pour aller plus loin, faire de la programmation orientée objet, et puis pour ceux qui sont encore mieux, faire du TypeScript pour typer votre JavaScript, qui est un langage assez faible, donc il va falloir passer aussi par une étape de peut-être passer sur donc TypeScript concrètement c'est JavaScript de Microsoft qui a ajouté un typage fort des variables et des constantes. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question sur la durée de la formation. On me demande combien de temps dure cette formation. Merci Hélène. Voilà, pour les questions. Alors, concernant la durée de la formation, alors c'est vrai que vous pouvez avoir deux possibilités, parce que c'est vrai que cette formation peut être envisagée également donc en enseignement à distance. Donc les durées sont évidemment enseignement en alternance, et dans ce cas-là, les durées sont un petit peu différentes. Sinon, on part sur une durée donc de formation de 8 mois pour la partie web mobile, et ensuite après on va allonger un petit peu pour ceux qui voudront partir sur Symfony. Et si vous êtes en alternance, on va partir sur un contrat de 15 mois. D'accord. Voilà. Et Merci c'est Corinne. vrai qu'il existe. Alors après, voilà, encore une fois, il y a d'autres établissements, parce que là aujourd'hui, c'est vrai que l'information se veut générale sur l'ensemble de ce titre-là. Et vous avez donc également possibilité de le faire voilà à distance, et avec deux rentrées possibles pour nous cette année, l'une en septembre et l'une en janvier. D'ailleurs, voilà, de tout à l'heure, Mickaël nous en parlait. C'est vrai que voilà, il a un groupe qui commence voilà cette semaine la formation. Pour tous ces aspects-là, inscription ou autre pour notre établissement, n'hésitez pas voilà, à nous recontacter.
Merci beaucoup, Hélène, pour les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur cette partie? Pas sur cette partie-là encore. Non. D'accord, très bien. Michael, tu voulais ajouter autre chose avant qu'on passe un petit peu à la description des épreuves? Comment est-ce que ça se passe pour un titre pro? Je vous en prie. Oui, d'accord. Alors au niveau des épreuves, alors tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Donc sur tous les titres RNCP, on l'a évoqué tout à l'heure, des épreuves qui vont être écrites, mais là entre guillemets, ça va être plutôt la présentation d'un projet réalisé en amont de la session. Donc c'est pourquoi on l'a pas encore évoqué, on n'a pas encore évoqué la question des stages. Donc les stages ne sont pas obligatoires hein, concernant ce titre professionnel-là. En revanche, ils sont fortement conseillés. Et tout à l'heure, peut-être que Michael nous en dira deux petits mots sur dans quel type de structure on peut chercher un stage, puisque vous allez devoir présenter un projet réalisé. Donc j'imagine aussi que tu vois cette partie-là avec les étudiants. Et donc là, c'est une épreuve de 35 minutes au cours de laquelle le candidat qui aura préparé le projet et le support, bien sûr, en diapo, le présentera au jury. Et bien évidemment, le jury après va l'interroger sur des parties pratiques. Donc là, on est sur après un entretien d'une quarantaine de minutes où après avoir présenté son projet, le jury questionne et peut voilà déborder un petit peu du contenu du dossier s'il souhaite s'assurer que la personne voilà a bien acquis les compétences. En tout cas, ça c'est la plus grosse épreuve vous concernant, présentation présentation d'un projet pardon avec un oral. Ensuite, il y a le questionnaire professionnel. Donc là, vous êtes en général en salle surveillée. Il y a la lecture d'un document technique et c'est vrai qu'on a oublié d'en parler tout à l'heure de l'anglais, Michael. Mais c'est vrai qu'il faut quand même posséder un niveau minimum d'anglais. Et vous Oui. avez donc des questions, voilà, techniques sur votre métier qui vont vous être posées et auxquelles vous allez devoir répondre. Et enfin, vous avez un oral d'une quinzaine de minutes qui inclut un échange aussi, voilà, avec un jury et sur lequel on va sonder un petit peu votre motivation, votre profil psychologique pour le métier. Et c'est vrai que l'anglais ne fait pas partie des compétences que vous allez travailler vraiment dans ce titre professionnel, mais ça fait partie des compétences transverses qu'il faut quand même posséder. Alors, on parlerait plutôt de quel niveau d'anglais, Michael, pour pouvoir voilà être à l'aise sur cette formation. Alors, par défaut, tous les langages de programmation informatique sont en anglais. Donc, c'est vraiment, faut avoir un minimum de base. Par exemple, je vais vous donner un exemple de CSS où vous allez faire un background color, faut savoir ce qu'est un background. Donc, vraiment des Oui, mots de base. Hein. Vous n'avez pas forcément oui. besoin Un d'avoir un anglais. littéraire, voilà, c'est pas de Voilà. la littérature. Enfin, il n'y a pas besoin d'être très littéraire, c'est plutôt du vocabulaire finalement. Voilà, c'est juste des mots souvent qu'il faut connaître. Au niveau de l'entretien final, donc moi je vais vous parler de mon expérience en tant que Oui, jury. bien sûr. Du coup, l'idée c'est que vraiment la première session, donc la présentation du projet, c'est vraiment le jury souvent est muet, donc vous Oui, laisse la parole et c'est vraiment d'expliquer. Pour l'apprenant, c'est de se mettre à la place face à deux jurys qui sont vraiment des débutants. Il faut considérer que les deux jurys sont des enfants qui ne connaissent oui, pas la programmation informatique et leur parler comme si c'était des enfants. Donc le jury va pas forcément vous questionner de manière très dure, il veut juste comprendre ce que vous avez présenté. Donc concrètement, si vous présentez votre architecture de projet, pourquoi vous avez choisi tel outil, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça exactement, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, dès que, enfin en tant que jury, dès que je voyais un apprenant qui semblait comprendre ce qu'il avait fait, eh bien, on validait le diplôme. Par contre, j'en ai eu d'autres, hein, malheureusement, on voyait bien que voilà, c'était un petit peu fait un petit peu la va-vite et sans compréhension forcément très claire. Donc voilà, vraiment, vous mettez pas de pression. C'est pas un examen qui est très difficile. Hein, il suffit de présenter des choses simples. Pas besoin de faire oui, des choses extrêmement complexes. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah voilà, j'ai fait un site PHP, je me suis connecté à ma base de données, j'ai créé une table. Dans cette table, j'ai fait un CRUD. Donc le CRUD, c'est vraiment la base, c'est le Create, Read, Update, Delete. Donc vous pouvez créer des produits, vous pouvez les lire, enfin les afficher, vous pouvez les mettre à jour, vous pouvez les supprimer, etc. Donc vous présentez des choses simples comme ça et ça suffira amplement. Pas besoin que votre site soit magnifique, hein, que ça pétille, que ça clignote dans tous les sens, aucun oui. intérêt. Donc vraiment Ok. l'idée c'est de présenter votre architecture, votre logique, comment vous avez Mhm. fait votre site web et ça devrait très très bien se passer. La partie aussi importante, donc moi le questionnaire professionnel bien. La partie très importante aussi, c'est de définir votre projet d'avenir. Parce que certains d'entre vous vont vouloir D'accord. poursuivre les études, d'autres vont peut-être directement
trouver une entreprise, soit un stage, et ensuite qui va être converti en CDI, on l'espère. Il y a également des gens qui vont se mettre en freelance. Il y a également Mhm. des gens, souvent que je rencontre, enfin dans mon expérience, qui veulent faire du jeu vidéo ou qui veulent faire autre chose, du design, de l'animation. Donc en fait, vraiment la base de la programmation informatique, c'est vraiment création d'un site web, c'est la première étape. Après, libre à vous de poursuivre vos études et faire ce que vous aimez. Il y a aussi un petit passage qu'on a un petit peu omis. Donc dans la formation, il y aura forcément 1 heure de cours minimum, peut-être plus, sur Oui, le WordPress, parce qu'aujourd'hui PHP représente 79%, on va dire 80% des sites web à travers la planète. Et Dieu sait qu'il y en a. oui. Donc, vous voyez, 80% sont faits en back-end PHP et on va dire que près de la moitié, peut-être plus, sont du WordPress. Donc WordPress, c'est un CMS, donc un Content Management System. Donc sur des sites qui sont faits sans programmation. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi de no-code ou de low-code. Donc il y a des gens Mhm. qui font des sites web sans forcément savoir programmer. Donc WordPress est donc du coup au programme de cette formation. Et la plupart du temps, si vous faites un stage, vous allez trouver peut-être un stage pour faire du WordPress. C'est pas forcément passionnant. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent ça, hein, donc je ne veux pas me mettre des ennemis à dos. Mais vous voyez qu'effectivement, ça sera aussi inclus dans la formation. C'est très important de connaître ce CMS puisque c'est très très utilisé. Et voilà, donc je voulais faire un petit passage là-dessus. Enfin, pour finir sur l'examen, Oui. encore une fois, si vous êtes passionné dans votre projet et que vous y avez mis du cœur et que vous êtes naturel, eh bien, les 35 minutes de présentation, vous les verrez pas passer. Au niveau de l'entretien technique, idem. Voilà. Après, ensuite, l'entretien final, c'est là où vous allez montrer ce que vous voulez faire par la suite. Et c'est très important d'expliquer, voilà, pourquoi vous voulez faire ce métier, si c'est une reconversion ou si c'est peut-être, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est très très important de montrer aussi le côté humain, de se dire voilà pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de faire ça, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Mickaël, voilà, de nous avoir dédramatisé un petit peu cette partie-là, parce que souvent, c'est un peu ce qui est redouté par les étudiants, c'est comment va se passer l'examen. Donc là, je trouve que voilà, ton propos, en tout cas, était très rassurant. Et effectivement, l'apprenant, c'est quelque chose qu'il a construit finalement de ses mains. Donc Ouais, logiquement, on doit arriver à pouvoir en parler avec de l'aisance et sans piège, finalement. exactement. Alors toi, est-ce que tu jettes un petit coup d'œil justement sur ces projets de nos étudiants avant qu'ils aillent passer l'examen? Oui, donc il y aura peut-être un examen blanc, par Oui, exemple. Donc j'espère pouvoir mettre ça enfin ça va être même sûr, on va mettre ça en place. Donc l'idée voilà, c'est vraiment que l'apprenant me montre un petit peu donc avec un Discord ou peut-être une visio oui, quelconque son écran et qui me présente son projet pendant 35 à 40 minutes. Et puis voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc avec moi de mon côté, mon expérience de jury d'examen mhm. pour pouvoir émettre des critiques positives comme négatives. Et encore une fois, hein, je vous le dis, enfin, on sent tout de suite la personne, quoi. Si l'apprenant aime le métier, il ou elle, on sait que le diplôme sera quasi dans la poche. Ok, super. Très bien. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là de l'examen, Hélène, s'il te plaît? Oui, concernant l'examen, on me demande quel est le taux de réussite. Alors, en général, c'est vrai que sur l'ensemble de nos titres professionnels, on se situe aux alentours de 85% de taux de réussite. D'accord. Moi, pareil, j'avais des effectifs de 12 élèves, enfin 12 Oui. apprenants. Sur, voilà, il y a certaines démissions, mais on va dire entre 9 et 10 apprenants l'examen. Oui, donc on est à peu près voilà sur ces pourcentages-là tout le temps et en effet voilà parfois il peut y avoir des erreurs d'orientation ou Ouais, des personnes qui reportent un petit peu plus tard leur projet parce que il faut reconnaître que beaucoup d'étudiants qui sont comme ça sur des reconversions comme c'est le cas sur des titres professionnels sont déjà en emploi, souvent chargés de famille également et que c'est c'est pas ça. toujours évident pour eux d'arriver à mener de front voilà toutes ces activités-là et parfois certains reprennent un petit peu plus tard mais c'est vrai que voilà, encore une fois, on le voit sur ce titre pro comme sur tous les autres. Il y a vraiment une question de passion qui fait qu'on s'implique. Et finalement, au Ouais, moment où on travaille son projet, l'apprenant n'est pas réellement en train de travailler, en tout cas ne le subit pas comme une contrainte, mais vraiment un plaisir à préparer voilà cet examen qui finalement est assez court. Donc c'est vrai que c'est voilà un investissement intense, mais quand même sur une courte durée, puisqu'après c'est vrai que ça peut déboucher directement justement vers un emploi. Alors peut-être exactement. que justement, on peut peut-être enchaîner justement sur peut-être les débouchés qu'il existe alors une fois qu'on a validé ce titre professionnel, Michael.
Oui, alors donc du coup, j'avais préparé un petit document. Attendez, je vais le... Super, on va pouvoir Hop. le partager si tu Ah peux. bah si vous voulez, si vous le Oui, souhaitez. oui, oui, parfait. Alors attendez, je vais vous faire du partage d'écran. On va voir si ça fonctionne. Donc du coup, ouais, l'idée c'est, enfin pour finir sur mon aspect Oui, d'émission, souvent des problèmes liés à la vie privée, hein, ça peut arriver. oui, Il y a eu très peu de démissions liées au fait que ce soit trop dur. C'est pas le cas parce que souvent les personnes qui s'inscrivent, bah, elles sont déjà passionnées par ce métier. Et effectivement, au niveau des débouchés, bah, déjà avec un bac plus 2, donc le titre RNCP de niveau 5, donc reconnu par l'État, vous pouvez déjà avoir un petit poste de développeur junior ou d'intégrateur web. Ça peut déjà être très intéressant. oui, Alors moi, je pousse toujours les apprenants à poursuivre les études pour se spécialiser. On entend souvent dire que l'IA va remplacer les développeurs. C'est pas vrai, c'est faux. On aura toujours besoin de l'humain. L'IA, moi, je l'utilise tous les jours. C'est un outil qui m'aide beaucoup à la programmation complexe, donc du C, du C++, des choses très complexes, mais qui peut oui, rapidement dans l'erreur si mon prompt, si ma question est mal posée. Donc l'erreur est toujours humaine. Si je pose mal ma question, il va forcément, comme c'est un robot, hein, il va oui, forcément me répondre des choses qui sont mauvaises, vous voyez. Donc encore une fois, moi je considère que l'IA c'est un outil très pratique, mais qui est souvent vite, enfin qui peut vite tomber dans l'erreur parce que c'est l'erreur est humaine. C'est l'humain qui fait oui. l'erreur. Vous voyez ce que Bien je veux sûr, dire? oui, oui. C'est la demande de script au départ qui est pas là, enfin, de prompt qui est pas la bonne, ouais, ou pas assez Exactement. précise. On va dire la Oui, requête humaine qui est pas oui, bonne, quoi. mhm. Donc du coup, de dire que l'IA va remplacer l'humain, enfin que je veux dire, l'IA va remplacer le développeur web, non, c'est faux. On aura toujours besoin de développeurs web parce que voilà, il y a des relations humaines, on est dans une équipe de travail, dans un open Mhm. space avec un chef de projet, un DevOps, des choses comme ça, et on aura toujours besoin d'un humain. Hein. Voilà, j'en suis convaincu. Alors Moi attendez, aussi. Et dans tous les métiers. tac. Alors attendez, il faut que je retrouve le zoom partage d'écran parce que c'est vrai que j'ai pas, je crois que j'y ai pas accès en fait. Ah, peut-être que Hélène, c'est toi qui as accès, peut-être? Bah écoutez, c'est pas grave, sinon je vais vous Oui, le dire à sinon on l'oral. va voilà, tu vas nous le commenter, oui. Voilà, donc au niveau du marché du travail, ce que j'avais noté ce matin, donc c'est que bah, les entreprises sont à la recherche donc vraiment de développeurs spécialisés. C'est pour ça que je pousse les apprenants à la poursuite d'études. Si Mhm, on part sur un développeur web, développeur mobile, donc en fait au niveau d'un statut junior, souvent le salaire évolue en fonction de l'expérience. On est sur un 2500 net minimum. Donc vous voyez, c'est d'accord. déjà pas mal pour Oui, un mhm, développeur junior. tout Mais à quand je dis fait. un développeur junior, ça va être un développeur Symfony ou souvent un développeur JavaScript qui va utiliser des outils très demandés comme React ou Angular aujourd'hui ou Vue.js. Au Mhm, niveau de quelques années d'expérience, on est sur du 3500 net. Et enfin, en fin de carrière, donc ce qu'on appelle un senior, hein, on va dire après 10 ans, on est sur du 5000 euros net. Encore une fois, tout est relatif puisque ça dépend du langage que vous utilisez, ça dépend de la technologie que vous utilisez, ça dépend de vos compétences, si vous êtes simple développeur ou DevOps. Donc DevOps, c'est, vous savez, la personne vraiment qui va mettre en place tout ce qui est test d'intégration, production, enfin passage de développement en en production, production, oui. voilà, qui va mettre en ligne les nouveautés. Donc, vous comprenez bien que si un site plante lorsqu'on fait une mise à jour, voilà, il se passe un gros problème. Oui, Une heure de bug, c'est des, hein, je vous imagine pas la somme perdue en euros. oui. Donc, vous voyez que voilà, tout est lié à ça. Donc, il existe des tas de métiers hein, dans la programmation informatique. On va partir sur vraiment le développeur junior qui fait de l'intégration de maquettes. On peut considérer qu'il va toucher à peu près 2500 euros net. Alors, pardon, juste, je me permets, normalement, j'ai modifié, vous pouvez afficher le document, hein. Normalement, D'accord. vous avez accès là. Super. Merci, Hélène. Avec plaisir. Alors c'est dans plus, c'est ça? Je vois pas où c'est en fait, c'est pour ça je suis pas trop habitué à Zoom. Je suis désolé hein, pour. Hop. Hop. Alors, c'est dans partager, Ah c'est oui, ça? Oui, partagez. voilà, Autant pour oui. moi. Voilà, donc normalement vous devriez voir mon écran. Voilà. C'est bon, on voit un Michael. Parfait. C'est Parfait. bon. Ok. Super. Donc voilà, donc j'avais créé ce petit élément, donc pour faire un petit peu la différence entre en front-end, enfin j'ai pas tout refaire l'élément parce que ça va être un Oui, petit peu de la redite, mais voilà, je vous ai mis des éléments back-end, enfin du full stack. Vous voyez qu'on est sur un mélange de deux éléments. Alors c'est vrai que pour les débouchés, on est soit spécialiste back-end, soit front-end, ça dépend. Encore une fois, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Voilà. parfait. Et après, ça peut être dans tout type d'entreprise, hein, j'imagine. Il n'y a pas que des entreprises en lien avec le commerce. Oui, j'avais Euh, mis ça aussi, ce petit oui, passage. Alors attendez, c'est un peu plus oui. bas. Donc effectivement, voilà, donc vous allez peut-être travailler dans une agence web ou une ESN. Donc ESN aujourd'hui, c'est Entreprise du Système Numérique. À l'époque, Mhm. on appelait ça ESS2I.
Donc vous allez souvent faire face à un recruteur, donc le marché est un peu cloisonné, donc des Capgemini, des choses comme ça, vous voyez, qui vont vous recruter, qui vont vous envoyer dans une entreprise, parce que souvent les entreprises utilisent ce type de SN pour rechercher des, comment on appelle ça, on va dire des développeurs ou autres corps de métier. Donc on va Mhm. imaginer qu'un apprenant est diplômé, il va être embauché par une ESN, donc il aura un contrat peut-être, on va dire, d'1 an, 2 ans, 3 ans, où il va faire de la montée de compétences. Donc cette ESN va le placer dans une entreprise, on va imaginer, je sais pas, peu importe. Et du coup, après, il se passe deux situations. Soit vous renouvelez votre contrat avec l'ESN, soit vous êtes débauché et vous êtes embauché en CDI dans l'entreprise chez qui vous êtes en poste. Il y a aussi chez les annonceurs, donc au sein du service informatique d'une grande entreprise. Je vous ai mis en freelance, forcément, parce que vous pouvez créer Oui, votre propre entreprise. Et bien sûr, les startups, etc. J'ai pas forcément mis le reste, mais vous pouvez travailler aussi pour du jeu vidéo, pour d'autres divers types d'entreprises variées, d'accord? Parce que je sais que souvent le jeu vidéo est un facteur qui motive les apprenants pour c'est vrai. On nous en parle régulièrement, c'est vrai. Oui, voilà. très bien. Merci beaucoup, Michael. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux débouchés, Hélène? Alors, vous y avez complètement répondu. Super. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu vois d'autres éléments importants, Michael? Alors, peut-être que tu pourrais nous donner une idée. Alors, tout dépend aussi du niveau de chacun et certains avancent plus vite que d'autres. Mais en termes de travail quotidien, qu'est-ce que cela représente ou peut-être par semaine? Parce que certains de nos apprenants ne vont travailler voilà, en dehors, en plus de leur emploi, les week-ends. Sur une semaine, est-ce que une dizaine d'heures de travail perso, c'est suffisant ou on est sur beaucoup plus? Alors là, c'est du cas par cas. Je peux pas vraiment Oui. vous répondre. Ça dépend de l'appétit de l'apprenant pour le métier. Certaines personnes vont très vite, ça marche très très bien pour eux. D'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, encore une fois, en tant que formateur, je suis à disposition pour les heures de cours, certes, mais Bien sûr. aussi j'ai tendance à créer des salons Discord s'il y a des questions supplémentaires, s'il y a besoin d'aide. Il y a également Adonis qui organise des rendez-vous pédagogiques, donc une fois par Mhm. mois, si vous le souhaitez. Je propose des créneaux, on fait une petite comment dire, une petite visio ou un coup de téléphone juste entre nous. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est tous en groupe, c'est parfois certaines personnes n'ont pas forcément envie de montrer leur travail ou de parler d'une chose qui va pas. Donc on organise des rendez-vous donc en face à face, enfin, on va dire en face à face, on va dire, vous avez compris, peu importe. Individuel, en tout cas, oui. Oui. Voilà, et du coup ça c'est l'occasion aussi de déceler parfois des petites problématiques. Effectivement, ceux qui ont un métier et qui font ça en plus, bah, ça va demander beaucoup d'implication. Après, tout dépend de leur niveau. Si vous avez déjà un bagage informatique, ça va être assez simple pour vous. Bon, il y a des notions complexes comme la programmation orientée-objet qui est un vrai gap de difficulté. Après, oui, si vous avez déjà un bagage, ça ira très très bien. Par contre, si vous êtes vraiment débutant, ça va être beaucoup de travail personnel. Mhm. Effectivement, ouais, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, tout dépend du niveau d'entrée, finalement. Oui. Voilà. Donc si vous voyez toujours mon écran, je vous ai mis un exemple. Vous voyez par exemple des bases de la formation où vous allez apprendre donc l'HTML qui est vraiment un langage de structure. Vous allez utiliser des balises donc pour faire je suis un titre, je suis un paragraphe, je suis un élément, Oui. etc. Ici nous avons donc le CSS, donc le Cascade Style Sheet qui vous permet donc d'ajouter. Vous voyez, j'ai mis les marges extérieures sont à 0, les marges intérieures. Le fond de l'écran va être de couleur, voilà, de cette couleur-là, etc. La couleur du texte va être cette couleur. Et ici JavaScript, donc qui est un peu plus complexe, qui va vous permettre donc de créer des constantes, des variables, des fonctions, une manière moderne de créer des fonctions et des événements. Donc là, vous voyez, par exemple, j'utilise un conteneur qui dit quand je vais cliquer, il va se passer ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça paraît un peu verbeux, ça fait un peu, enfin si vous êtes vraiment débutant, ça peut faire un peu peur, mais encore une fois, rien de particulier. Je vous ai mis aussi un petit modèle conceptuel de données, donc modèle logique de données. Donc vous voyez qu'ici, je vais faire un petit zoom, on a bien une table produit qui a des dépendances fonctionnelles avec les références, donc une relation one-to-one, donc c'est-à-dire qu'un produit possède une référence à un Mhm. seul produit. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris qu'il va falloir comprendre cette problématique du cahier des charges de votre client et designer toutes les tables et leurs dépendances fonctionnelles entre elles. Donc ça, c'est un gros défi. Je Oui. vous ai mis un petit peu de code PHP à côté, donc pareil, créer des classes, faut comprendre la programmation orientée objet, qu'est-ce qu'une table, comprendre ce qu'est une base de données, etc.
Voilà. Donc en gros, concrètement, ah oui, je vous ai aussi mis les compétences transverses, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc il va falloir versionner votre code avec Git et GitHub, ça va être assez complexe. Il va falloir aussi comprendre ce qu'est le déploiement, donc l'intégration continue et le développement continu. Enfin, je rajoute aussi la conteneurisation avec Docker, donc qui est la virtualisation de machines. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on a un ordinateur avec Windows, on peut virtualiser Linux, on peut virtualiser un Mac, etc., etc. Et également, donc je vous en ai parlé, donc du MCP, donc le serveur MCP Model Context Protocol, qui va intégrer un LLM, donc Large Language Model, type ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, créer un chat entre utilisateurs et créer un chat bot Discord, donc un robot qui vous parle sur Discord, par exemple. Pour Oui, ça c'est de plus en plus fréquent sur les sites, hein, effectivement, maintenant. Ouais. Ouais, vous arrivez sur un site, vous avez souvent en bas à droite un petit robot qui vous dit qu'est-ce que tu veux, et puis vous lui posez une question, puis il vous guide dans le site, quoi. Donc ça, ce sont des petits éléments c'est effectivement, voilà, plus interactif. Avant, on avait ce qu'on appelle les FAQ, les foires aux questions, où il fallait chercher sa question. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus interactif et rapide pour l'utilisateur. Bah, vous avez tout à fait raison, bien. c'est une fac interactive. Vous avez tout à fait raison. Donc voilà, c'est des petits éléments que je rajoute pour essayer de motiver les apprenants. Donc encore une fois, on va pas se contenter de faire un site web e-commerce, hein. Il y a aussi pas mal de choses à côté que vous pouvez faire, hein. Libre à vous à votre imagination, de créer des concepts, des choses que vous voulez faire. La programmation informatique, c'est pas forcément cloisonné. Vous pouvez apprendre les bases et après faire vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, moi je fais du jeu vidéo, je crée aussi des consoles interactives, je crée plein d'outils pour diverses entreprises, je crée des applications mobiles sur Android, vraiment, tout est ouvert. Une fois que vous avez les bases, libre à vous, à votre imagination, donc vraiment de faire ce que vous le souhaitez. Voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. On peut travailler après, j'imagine, sur les. Voilà, pour en revenir au débouché, on peut faire des choses en freelance, plus être salarié quand même dans une entreprise. J'imagine que ça se fait aussi beaucoup dans le domaine. Bien sûr. Et pour être inscrit à des newsletters sur Indeed, enfin quand je dis newsletter, c'est plutôt des alertes emploi sur Indeed, sur des tas de sites. Tous les jours, je reçois une offre. Tous les jours. Bien sûr. Ouais. Moi, je suis sur la région grenobloise, mais j'imagine qu'à Toulouse, là où vous êtes, c'est pareil, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches sur des gens spécialisés. C'est vrai qu'on recherche des développeurs, on va dire entre médium et senior, spécifiques, qui connaissent, qui ont plusieurs années d'expérience. Bon, l'expérience, faut bien la faire, mais c'est vraiment un métier qui ne connaît pas la pénurie. Moi, vous voyez, je reçois vraiment des offres tous les jours, et libre à moi de choisir ce que je souhaite. Tout à fait, super, c'est chouette. Bon, voilà, c'est parce que c'est vrai que c'est aussi quand même un des questionnements quand même des étudiants. Se former, c'est bien. Un métier qui nous passionne, c'est encore mieux. Mais après, derrière, quelles sont les perspectives d'emploi? Et c'est vrai que sur ce secteur, en effet, il n'y a pas de tarissement, en tout cas, et en effet, de la demande, on le voit sur toutes les régions en France. Et donc, les salaires sont élevés? Oui, les salaires sont plutôt aussi sympas, même pour des débutants. Exactement. Et je voulais aussi faire une petite alerte sur le freelance. Le freelance, c'est très bien, parce que moi, effectivement, je vends mes compétences en freelance. Mais le freelance, ça implique d'être multicasquette, quoi. Donc, il faut faire de la recherche de clients, il faut faire des factures, il faut avoir plusieurs branches à son arc. Donc, effectivement, ça donne envie. Bon, après aussi, c'est un autre débat, mais voilà, l'État français, les micro-entreprises, c'est un statut qui a changé depuis sa création. Oui. Donc j'entends beaucoup de gens autour de moi qui veulent devenir freelance. Je les invite à le faire. Franchement, c'est génial. Créez votre entreprise. Vous gérez vos horaires, ce que vous voulez faire, vos salaires. Mais encore une fois, ça implique d'être multicasquette. C'est pas forcément non plus hyper accessible. Oui, et puis de savoir gérer son activité, effectivement, concernant les droits de retraite, etc. Voilà. C'est pour ça que souvent, on voit quand même dans ces métiers-là, c'est les personnes qui ont une activité, une par salarié, une par en freelance, qui permet quand même de garantir aussi les arrières un petit peu au quotidien ou les baisses des fois de demande. Mais en tout cas, il y a plein d'opportunités, en effet, dans des métiers passionnants, sur ces métiers-là. Après, je pense qu'on arrive un petit peu au terme de la table ronde. Alors, je te remercie beaucoup, Mickaël, pour cet échange, qui a été très riche et puis très bien détaillé. J'espère que ça vous aura permis à tous d'avoir une vision un petit peu plus claire, de ce titre professionnel, que ça vous aura donné envie, de vous lancer dans son contenu et dans
ces apprentissages. N'hésitez pas voilà, à revenir vers nous si vous aviez d'autres questions. Et après, c'est vrai que voilà, des possibilités d'entrer encore en formation nous concernant en janvier et septembre. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à vous impliquer et à voilà, vous lancer avec passion dans le domaine pour voilà, valider ce titre professionnel. Je te remercie infiniment, Michael, pour toutes ces informations. De rien, avec plaisir, encore une fois. Merci, Merci chère à vous. Hélène. Avec Merci. plaisir. Et j'aimerais juste te dire que Oui, pardon. si jamais il y a des étudiants qui nous regardent et qui seraient potentiellement également intéressés par les formations de développeur front-end ou développeur Angular, Oui, alors on se retrouve mardi prochain à la même heure pour une table ronde qui concerne ces formations spécifiquement. tout à fait. C'était noté aussi pour ma part. Et donc, on aura le plaisir de retrouver Michael. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Voilà. Et puis, bien sûr, on pourra aussi vous partager voilà, le PowerPoint qu'a réalisé Michael, si vous le Si vous voulez, pas souhaitez. de problème. Voilà, pour garder un petit peu avec vous tous ces détails-là pour vous éviter des prises de notes. Merci beaucoup à chacun et je vous dis à très bientôt. Merci. Au plaisir de se retrouver mardi prochain. Bonne soirée. Merci, Merci bonne beaucoup. soirée. Au revoir.